Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très chers amis de Radio Merguez&Co et de Barbecue Vélo. Quel plaisir de vous retrouver pour le débrief de la deuxième semaine du Tour de France. Débrief croustillant, il y en a des choses à dire. On a été fasciné par les exploits, encore une fois, dans les Pyrénées de Monsieur Tadej Pogacar qui construit encore un peu plus sa légende sur le Tour. Deux victoires d'étape en 2 jours, la troisième sur ce Tour de France exceptionnel. Et puis une belle lutte pour le maillot vert aussi avec le réveil de Jasper Philipsen face à un Biniam Girmay en grande forte. Et puis les éternels baroudeurs aussi qui tentent d'aller chercher des étapes. On va en parler aujourd'hui dans ce nouveau barbecue vélo. Mais je ne vais pas bien évidemment en parler tout seul. C'est le retour aujourd'hui de l'unique, le seul, Rulio le Féno. Bonsoir mon Rulio, comment vas-tu? Quel plaisir de te retrouver ce soir sur Radio Merguez&Co. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Salut Elio. Bah écoute, un bonheur partagé, hein, un plaisir partagé de pouvoir rentrer à mon tour dans ce Tour de France. Bon, les coureurs m'ont pas attendu, hein, surtout un petit lutin slovène qui attend pas non plus ses collègues cyclistes. Hein. Donc voilà, mais écoute, un plaisir de pouvoir parler de cette deuxième semaine du Tour et se projeter sur la troisième. Ouais, c'est clair, on va surtout se projeter sur la troisième semaine aussi. On va se pencher sur ces finales explosifs, mais on va quand même revenir un petit peu sur la deuxième semaine avec voilà tout ce qui s'est passé. On a hâte de voir ça ensemble. Et puis je vais te laisser commencer, mon Rolio, par tes impressions sur cette deuxième semaine du Tour de France. Qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben écoute, forcément, on a tous les yeux écarquillés, on est tous encore une fois bluffés, mais sincèrement, on n'est pas surpris, hein, on le dit à chaque fois, on n'est pas surpris de ce que nous propose Poggi. On connaît ses qualités extraordinaires, ses qualités d'extraterrestre. C'est assez fou ce qu'il propose. Et pourtant, la densité dans cette start list est présente. Hein, sur ce Tour de France, on a une ligne de départ qui est quand même assez exceptionnelle. On a Jonas Vingegaard, on a Remco Evenepoel, on a des coureurs derrière aussi qui sont des coureurs de général qui ont déjà performé sur des courses à étapes. Donc, non, c'est assez fou ce qu'il fait, même si les uns et les autres ont eu des petits soucis, des petits pépins physiques. Hein, je pense évidemment à Vingegaard, à Remco aussi. Donc, voilà, on pourra peut-être en parler, mais est-ce qu'on a pris suffisamment de précaution dans l'analyse de la performance extraordinaire de Pogacar par rapport à ses adversaires directs aussi? Est-ce qu'on a suffisamment pris en compte peut-être le facteur d'un manque, enfin d'une préparation tronquée quand même, de soucis physiques de Vingegaard, d'Evenepoel, je sais pas, on va en parler, je pense, ensemble, Elio, mais ouais, les yeux écarquillés sur ce que nous a fait Poggi. On le connaît, hein, on n'est plus surpris, mais là, c'est vrai que c'est quand même dingue, hein, c'est absolument extraordinaire. Voilà, c'est forcément, on retient ça, on retient cette démonstration de force, on retient le plan parfait des UAE, notamment samedi, avec Adam Yates qui s'était envolé à 7, je crois, kilomètres de l'arrivée, et puis Exact. Pogacar qui le rejoint, hein, comme dans un rêve, comme dans un plan extrêmement bien, minutieusement préparé. Après, que dire d'autre sur cette deuxième semaine que, ouais, comme tu l'as si bien dit, le réveil de Jasper Philipsen. Il a eu des étapes un peu compliquées durant ce début de tour, et là, il claque deux succès sur la 10e et la 13e étape à Saint-Amand-Montrond et à Pau. Donc voilà, Jasper Philipsen et puis Guillermet aussi qui a remis ça. Donc non, franchement, voilà, des choses à dire sur cette deuxième semaine, et
un Poggi forcément qui là claque de victoires d'étapes consécutives, sa troisième depuis le début du tour. Donc non, c'est assez dingue ce qu'il nous fait. C'est assez fabuleux quoi. Oui, oui. Ouais. Alors moi, je suis entièrement d'accord, bien sûr, avec tout ce que tu as dit, mon Rolio. Mais moi, cette semaine, bah, contrairement à la première, bah, il y a peu de surprises. Une semaine, on pouvait s'y attendre. On avait peut-être qu'il y a une légère attente sur certaines étapes où il y aurait pu avoir débat. Je pense à l'étape juste avant le plein d'Ader remporté par Jesper Philipsen où il y a eu tentative des échappées. Même chose, l'étape entre Aurillac et Villeneuve sur Lot. Voilà. Mais sinon, pas de surprise en fait pas de surprise ouais Hmm. sur ces étapes. Les sprinteurs ont répondu présent. Philipsen a gagné à 2 reprises, Germay a gagné une fois aussi. Et puis voilà, les échappés se sont fait rattraper à chaque fois. Même chose sur les étapes de montagne où le rouleau compresseur UAE a souhaité jouer la victoire d'étape pour Pogacar. Donc voilà, déjà rien que contrairement à la semaine 1 où on a eu quand même des belles surprises, notamment nos Français qui ont pu bien se mettre en valeur. Ouais. Mais là, cette semaine, bah, je vais pas dire que je reste un peu sur ma faim, mais quand même, parce que voilà, c'est scénario auquel on s'attendait. On a l'impression voilà, les étapes de montagne. On a vu Jonas Vingegaard tenter le tout pour le tout, et au final, bah, c'est le grand perdant voilà, de ce classement général. Il concède 3 minutes en tout là sur Pogacar. Donc voilà, c'est délicat. Et moi j'ai été un petit peu déçu par euh, par cette semaine en tout cas en termes de spectacle autre que pour la bataille du classement général. Voilà, Ouais. voilà. Et puis sinon, oui, bah, comme tu l'as dit, magnifique spectacle. Par contre, pour le classement général, et tu me donnes une belle transition, c'est le premier sujet que l'on va aborder. Bah, Pogacar, posons-nous la question, a-t-il déjà remporté le Tour de France? Hmm. Parce que là, quand même, je vois mal qu'est-ce qui pourrait l'arrêter. Ouais, juste pour rebondir sur ce que tu Oui. viens de dire, par rapport au fait qu'il n'y a pas eu de surprise et que cette semaine a pu te paraître moins excitante que la première, je suis tout à fait d'accord avec toi et je trouve que ça s'explique par la dernière explication, ce que tu as dit juste avant de faire la transition vers le général, c'est que il n'y a pas eu de surprise. Finalement, les favoris se sont imposés. Le peloton des équipes favorites, le peloton des cadors, les équipes du peloton des cadors ont roulé. Et finalement, bah voilà, Poggi s'impose 2 fois le samedi et le dimanche. Voilà, le week-end Pogacar. Jonas Vingegaard s'impose aussi au Lioran. Donc, et puis aussi, voilà, les cadors s'imposent aussi au sprint, comme tu l'as dit, Philipsen 2 fois. Donc, je pense que vraiment, ça peut s'expliquer par le fait que ben, les leaders ont été en rendez-vous, ont cadenassé un petit peu la course, que ce soit au sprint ou pour la bataille du général. Donc je pense que c'est vraiment pour ça que on a été moins excité, même si, en tout cas, c'est un avis personnel, la performance de Pogacar me laisse quand même scotché. Mais voilà, excuse-moi pour le petit complément, mais on va passer au général, monsieur le chef. Je t'en prie, il n'y a pas de souci, t'as eu entièrement raison de rebondir sur mes arguments. Et puis donc oui, passons au général. Donc je redonne ma question où les personnes n'auraient pas entendu. Euh, voilà, Pogacar se retrouve avec 3 minutes d'avance sur Vingegaard, 5 minutes sur Remco, 10 minutes sur Joe Almeida. Donc Coup dur pour voilà. aider. Ah non mais vous le savez pas, mais Joe Almeida c'est mon petit chouchou, voilà. Mais je suis content de le voir à la 4e place, mais on en parlera un petit peu plus tard des UAE Team Emirates. Mais donc voilà. Euh, Qu'en penser de cette domination de Pogacar, et surtout bah a-t-il déjà gagné le Tour? Alors gagner le tour, non.
Parce que il reste une troisième semaine de course et on ne sait jamais ce qui peut se passer tant qu'il n'a pas franchi la ligne d'arrivée en solitaire, en bon vieux triple vainqueur de l'épreuve Place Masséna dimanche prochain. On ne peut pas dire qu'il a gagné le Tour. Après, on peut penser très probablement qu'il gagnera si tout se passe bien pour lui, parce que 3 minutes sur Vingegaard, alors que il reste voilà une dernière semaine forcément, enfin très très dure, hein, ça c'est clair, hein, mais voilà, on le voit à ce niveau-là. Euh, Moi, comme ça, j'ai du mal à le voir doublé par le Danois. Après, tu vois, je suis en pleine réflexion bah, dans ma réponse parce que je me dis, bon, l'an passé, voilà, hein, il s'est effondré aussi le Poggi. Il y avait eu le Jonas Vingegaard de l'an passé n'était pas le même que celui de cette année. Hein. Il n'avait pas connu tous ces pépins physiques. Là, cette année, sa préparation a été quelque peu tronquée. Même si il est extrêmement fort, tout de même. Hein. Poggi est encore plus fort pour l'instant, mais Vingegaard, je trouve, est très fort quand même. Moi, je sais pas, on n'est jamais à l'abri, hein, on n'est jamais à l'abri. On dit que l'altitude et que le profil des étapes de la semaine prochaine, on va aller à plus de 2000, notamment lors de l'étape de vendredi. Je crois qu'il y a quasiment tous les cols qui sont à plus de 2000. Notamment, on va parler de la cime de la Bonnette, le toit du Tour 2024, on peut se dire que c'est plus à la convenance de Vingegaard normalement. Mais après, il y a ce normalement. Normalement, voilà, là, dans quel état sera Vingegaard? Voilà, pour l'instant, il a tenu 2 semaines, mais est-ce qu'il va tenir 3 semaines vu ses conditions? Il a 3 minutes quand même dans les dents. Je sais pas, je trouve que Pogacar est quand même bien parti pour aller gagner la course. Après, on sait jamais. On sait jamais. Écoute, je suis assez d'accord avec toi, mon cher Julio, vu que Pogacar, oui, de ce qu'il nous a montré depuis le début de ce Tour de France, c'est à la fois euh, comment dire, euh, voilà, il a montré qu'il était le plus fort, mais c'est aussi de la sérénité. Ce qu'on n'a pas ressenti l'année dernière, que ce soit en première semaine ou en début ou en deuxième. Là, Ouais. ce qui se passe, c'est que on en reparlera, comme j'ai dit, on en reparlera un petit peu plus tard de l'équipe UAE, mais Pogacar arrive à pleinement exploiter son équipe et en plus, il est parfait. Il n'a pas fait d'erreur. Sur les chemins blancs, il a attaqué, mais sans trop en faire. Le col du Galibier, non, si le Galibier, la quatrième étape du Tour, il se contente entre guillemets simplement d'attaquer Vingegaard sur le sommet. Donc voilà, il prend le jaune rapidement, mais il cherche pas non plus à prendre des risques démesurés comme sur la troisième étape où Carapaz prend le jaune, par exemple. Donc moi, ce que je trouve aussi impressionnant chez Pogacar, c'est contrairement aux 2 dernières éditions où il a laissé entre guillemets Vingegaard remporter la course, là, on sent vraiment de la facilité, mais surtout de la sérénité, de la confiance chez Pogacar. Ouais. Et ça, c'est important. Alors que, bah, comme on l'a dit en début de tour, Roglic qui a abandonné, mais bah, son abandon, c'est presque pas une surprise parce que dans les grandes courses, bah, surtout sur le Tour de France, bah,
ça commence à faire beaucoup, quoi. Plusieurs abandons, il a déjà perdu le tour, donc Roglic, c'est pas si surprenant que ça. Evenepoel en manque de préparation aussi, Evenepoel, et puis il reste encore jeune ça confirme ce qu'on a dit. On voit ses limites en haute montagne. Et puis bah Vingegaard, même chose, manque de préparation, peut-être pépin physique aussi, mais voilà, il est pas aussi fort qu'avant, il est pas en capacité de rivaliser avec Pogačar, et donc voilà, Pogačar arrive à exploiter ça, et puis bah euh, en plus de cela, eh bien il y a aussi une équipe, il a aussi derrière une équipe exceptionnelle, alors qui est entièrement dévouée à son service. Euh, bon, malgré l'abandon de Juan Ayuso, alors Juan Ayuso, quand même, il y a eu quelques couacs avec Juan Ayuso, on va dire, qui a joué parfois un petit peu perso, mais voilà, il a quand même une équipe entièrement dévouée à lui, et je pense que voilà. Pogacar, oui, s'il perd le tour, ça serait quand même surprenant, quoi, parce que il est assez à l'aise en chrono, on tient à le rappeler. Il a une équipe, mais qui est formidable derrière, que ça soit Adam Yates qui s'est bien repris sur cette deuxième semaine, Joe Almeida, c'est pareil, qui fait le travail, qui arrive en plus héroïquement à conserver une quatrième place au classement général. C'est beau, c'est Ouais, magnifique même, je dirais, tout à fait. c'est merveilleux. Alors que en plus il travaille quoi toute la journée pour euh, pour Tadej Pogacar. Donc voilà, Ouais, c'est franchement voilà, il y a quand même une sacrée équipe autour de Pogacar, et ça se prouve, hein, vu que d'ailleurs ouais. bah l'équipe UAE Team Emirates est la meilleure équipe au classement par équipe devant Visma, et il y a 3 UAE dans le top 10 du classement général, donc on va dire que c'est pas une surprise. Ouais, non, non, c'est clair que c'est une équipe qui est qui est formidable, quoi. Il y a des coureurs de classe mondiale partout étalés dans le bus, quoi, hein. Franchement, je veux dire, c'est un bus des rêves, quoi. C'est assez extraordinaire. Et voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport au cas Almeida, que je trouve extrêmement courageux. Et voilà, hein, être dans le top 5, là, être quatrième, avec derrière des Carlos Rodriguez. Alors, oui, oui aussi, voilà, un coureur qui est dans le même cas, entre guillemets, que Joao Almeida, c'est Landa, Mikel Landa. ouais, il renaît franchement, ouais, il est impressionnant. Mikel Landa qui est vraiment un coureur euh, qui est protecteur, quoi, qui aime accompagner les jeunes, qui a pris Remco sous son aile, je sais pas si c'est l'expression, mais en tout cas qui accompagne Remco alors j'allais dire ses débuts au général, c'est pas ses débuts pour jouer un Ça, classement général, mais en on tout va cas sur dire le Tour de c'est son France, premier gros défi, on va dire, à Remco. sur le tour, son premier tour. Donc voilà, c'est bien qu'il puisse lui donner son expérience de classement général. C'est quelqu'un qui aime aussi aider les jeunes, qui aime apporter son expérience, Landa, et le voir cinquième là, comme un Almeida qui est quatrième, c'est assez fou, quoi, alors que ce sont des équipiers qui travaillent. Donc chapeau à Almeida, à Landa, le dire, vraiment le souligner, mais être, voilà, franchement, être là, alors que derrière, voilà, vous avez aussi des très bons coureurs. Donc c'est chapeau à lui. Et qu'est-ce que je voulais dire ouais, sur UAE, bah voilà, hein, ça travaille, c'est intelligent depuis le début, sincèrement, rien à dire. Chapeau. Et sur Remco, alors peut-être que tu allais ouvrir la Oui, page Remco, hein, Elio, je j'allais vais te juste, laisser la main. oui, j'allais juste, voilà, sans vouloir vraiment en faire trop, mais il y a encore une chose que je trouve impressionnant chez C'est Joao Landa, Almeida. non, chez Landa et chez Joe Almeida, c'est que, déjà sur Joe, c'est que, il est distancé rapidement dans le
dans le galibier. Il est distancé, mais vraiment dès les premières pentes, il fait un petit boulot pour Pogačar et ensuite il peut pas suivre les favoris et il revient au train comme à son habitude. Et ce qui est formidable, c'est que au final, il finit cinquième de l'étape. Euh, Ouais. Cinquième de l'étape sur le plat d'Adé il finit sur le plat d'Adé il finit un peu plus non sur le plat d'Adé il finit un peu plus lent mais quand même cinquième quoi voilà c'est et il était en retard même sur Carlos Rodriguez à un moment donné il avait bien 1 minute de retard et jusqu'au bout il s'est accroché au final bah Carlos Rodriguez il perd gros parce que maintenant Joe Almeida il est il est à 10 minutes allez, on arrondit à 11 de Pogačar. Et maintenant, le principal adversaire pour cette quatrième place, c'est à se demander si c'est pas Mikel Landa qui lui fait de plus belles montées que Carlos Rodriguez qui a déjà un débours presque de 1 minute sur Almeida donc voilà et puis Landa aussi impressionnant parce que à un moment donné il était même pas loin de rejoindre Remco hein, sur le plateau de baie il plafonnait à 15-20 secondes et on se demandait s'il allait pas réussir à rejoindre euh, Remco, donc voilà, deux équipiers franchement de luxe et je pense que si le tour se passe bien pour eux, en tout cas si le tour continue à être joué comme ça, il peut y avoir peut-être une ouverture pour ces coureurs, un Landa, Almeida, pourquoi pas, ou Yates aussi qui a tenté sa chance sur la 14e étape aussi, si ou sur la non sur la 15, c'était sur l'étape du plateau de Bay si je dis pas de bêtises, c'est ça? Yates. Pardon, Yates, 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 il me semble, c'est sur l'étape du plateau de Bay qui tente sa chance. où il est parti et Oui, à oui, 7 km de c'est ça, l'arrivée. c'est ça, oui. C'était samedi, Ah non, donc c'était oui au c'était au plat plat d'Adé. derrière. Alors Ouais. c'était au plat d'Adé. Excusez-moi pour la petite merguez. Excusez-moi, je me suis trompé. Ça peut arriver malheureusement, mais c'est Joe Almeida. Il m'a tellement transcendé. C'est pour ça que je suis si enthousiaste. Mais donc voilà. On peut imaginer un scénario où peut-être un Landa ou un Almeida pourrait, pourquoi pas, aller chercher une victoire d'étape ou un Yates aussi qui a l'air très en jambes sur cette fin de deuxième semaine. Et puis, bah, belle transition encore une fois. Je pense que Moyo, ça va être ça va être compliqué parce que à part si ouais pourquoi pas en fait pourquoi pas En c'est fait, vrai que ça me paraît plus compliqué pour Landa que pour Almeida parce que, comme on l'a dit, Pogacar, il a quand même une sacrée équipe autour de lui et le tempo, il peut y avoir du monde qui peut le faire pour ouais lui ouais, et même tout seul, il est capable de s'en sortir, ouais, Pogacar. Dans tous les cas, donc voilà, je pense. Par contre, complètement quand on arrive du côté d'Aremco, alors il y a Yann Hirt qui était resté au début de l'ascension du plateau de Bay et puis après il y a seulement Mikel Landa qui reste quoi et puis il craque petit à petit. Donc ouais l'ouverture me paraît plus grosse pour cette équipe UAE que pour l'équipe Quick Step après ouais voilà d'accord avec toi à voir. Et puis bah on va accueillir notre troisième chroniqueur qui vient d'arriver. J'ai oublié de le préciser en début d'émission, mais notre cher Thierry Ladan a dit qu'il nous rejoindrait en cours de route et c'est fait. Il a rejoint l'échappée. Bonsoir mon cher Thierry. Bonsoir à tous. Comment ça va Salut Thierry? Thierry. Ça va. Petite fringale. Je me suis retrouvé dans le groupe Eto. La Jumbo a roulé toute la journée. Et épuisant. Une histoire. Et bon, je finis à 30 minutes.
Je suis pas en télé, donc je suis là je suis là avec vous quand même. Ah super, bah écoute, ça fait plaisir. Alors, on revient dans le contexte du coup. Donc là, on avait terminé de parler de l'équipe UAE et de sa domination, tout simplement. Et maintenant, on va passer un petit peu sur Remco et puis ensuite on terminera quand même. On va faire un petit zoom quand même sur cette étape 15 du plateau de Bay parce qu'il y a quand même quelque chose à dire. Mais mon Thierry, à défaut de demander les impressions de la course, de ce que tu as ressenti sur cette deuxième semaine. Je vais plutôt te demander qu'est-ce que tu as pensé d'un Remco sur cette deuxième semaine comme sa gestion de course. Moi, je trouve qu'il gère bien parce que finalement, il a pas réellement les jambes pour suivre Vingegaard, pour suivre Pogacar. Et au lieu de se mettre dans le rouge, alors c'est bon, c'est un exemple qui est parlant, mais qui n'est pas vraiment réaliste. Mais l'exemple d'O'Connor, par exemple, au début du Giro, qui veut suivre Pogacar, se met dans le rouge, explose complètement. Le fait que Remco ne veuille pas suivre, entre guillemets par ego, il sait qu'il a pas les jambes pour suivre. Il sait qu'il est un ton en dessous des deux monstres de devant et donc il monte, il grimpe à, à son rythme et je pense qu'on peut pas trop lui reprocher grand-chose, même si c'est vrai que Landa court pas trop pour lui, bien que je pense qu'il aurait jamais pu l'aider, que ce soit dans le plateau de Bay ou au plat d'AD. Oui, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Mon Rulio, tu partages cet avis? Ouais, complètement, complètement. Je trouve il fait ce qu'il peut, il fait ce qu'il peut, et sincèrement, je suis plutôt content de le voir sur le podium. J'aimerais bien qu'il conserve cette troisième place. Ça serait, je trouve, un très beau résultat. Oh, oh, tu peux laisser quand même une petite place pour mon petit portugais quand même. Ouais, désolé, la prochaine fois. La prochaine fois. Non, une troisième place, franchement, un podium, Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, pour moi, ça serait quand même assez extraordinaire avec un Remco qui finit troisième de son premier Tour de France. Moi, je trouve que Remco, alors, on avait bien suivi d'ailleurs ce Giro, le Giro où c'est qui c'est Roglic qui gagne, qui, euh, Oui. qui renverse lors du chrono Thomas. Et voilà, il avait le maillot rose sur ses épaules. Moi, je suis pas sûr il aurait gagné ce Giro Evenepoel parce que c'est vrai que alors peut-être maintenant avec Thomas avec Roglic, il aurait peut-être pu le faire. Je pense que c'est surtout les deux monstres quoi, comme l'a dit. Hein, il a utilisé cette expression. Notre ami Thierry, Poggi et Vingegaard, ce sont des gloutons, ce sont des extraterrestres, ils sont au-dessus du lot. Alors Pogacar encore plus que Vingegaard, mais je trouve que de ce que fait Remco, c'est déjà vraiment super de s'accrocher comme ça. On sait qu'il n'est pas au niveau encore de Pogacar, de Vingegaard en très haute montagne sur 3 semaines. Mais pour l'instant, je trouve qu'il s'accroche, comme l'a dit Thierry, il grimpe à son rythme. Il l'a fait d'ailleurs, je sais plus, c'était je crois sur le Dauphiné où il était un petit peu déjà dans ce. Ouais. Alors, c'était autre chose hein, parce qu'il préparait le tour, mais il se mettait pas dans le rouge. Il montait à son rythme et derrière il grappillait des secondes et des secondes. Et là, je trouve que sa tactique, sa stratégie de course par rapport à ses capacités, par rapport à ses sensations, par rapport à la qualité et au niveau affiché par Pogacar et Vingegaard, je trouve qu'il est complètement dans sa course et pour l'instant, il est parfaitement à sa place. Oui, je suis entièrement d'accord avec vos réflexions. Et voilà, Remco, on le savait, et on s'en doutait, on en a parlé. Il a des difficultés en haute montagne. Il va réussir à les combler avec le temps. Il est encore jeune, hein. Déjà, c'est pas mal, hein, ce qu'il fait pour son âge. Alors, c'est pas au niveau d'un Pogacar ou d'un Vingegaard qui ont remporté déjà de grands cours, deux Tours de France chacun et à un âge assez jeune. Mais là, son tour à Remco, on peut presque dire qu'il est réussi. Si, en tout cas, si on s'arrête là, maintenant, il y a une victoire d'étape, un podium quasiment assuré parce que
bon, j'ai l'amour que vous savez pour mon petit portugais, pour mon petit Joao, hein, vous savez l'amour que j'ai pour lui, mais ça me paraît compliqué. Il y a quand même 5 minutes de retard quoi pour Remco Evenepoel. Alors à moins qu'il nous fasse une Vuelta. Et qui craque complètement face à un Roglic ou bah non du coup Roglic il est plus là mais c'était pour l'exemple voilà mais à moins qu'il craque complètement dans une journée de moins bien qu'il nous fasse une Pogacar sur le Tour 2023 I'm dead I'm gone dead mais sinon oui ça me paraît compliqué quoi qu'il perde ce podium et voilà je pense que pour Remco le Tour et réussi vu que il y a cette victoire d'étape qu'il cherchait. Il s'en est pas caché, c'était l'objectif. Et puis là, il a plus réellement de concurrent pour le podium parce que comme j'ai dit, à moins qu'il y ait vraiment un incident de course ou quelque chose comme ça, on sait que Remco, il est pas très à l'aise dans les descentes, mais il s'en sort bien quand même. Il limite la casse. Donc moi, je vois pas comment Remco peut sortir du podium. En tout cas, et puis il reste un chrono. Joao Almeida, il est bon au chrono, mais pas aussi fort que Remco. Donc non. Moi, je pense que ce tour est réussi pour Remco et le podium est quasi validé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, à part un petit caillou dans une chaussure qui s'appelle le Covid et qui passerait par là, oui, je suis d'accord avec toi. Thierry? Ouais, non, ouais, d'accord, complètement d'accord. Après, il a que 2 minutes hein, de retard sur Vingegaard malgré tout, avec la fin de tour qui s'annonce quand même difficile. C'est pas terminé. Hein. Remco a encore des chances de deuxième place, même si voilà, il y a eu une infime part de deux chances où voilà, il faudrait être meilleur. Il faudra aussi que bah, voilà, Vingegaard soit sur un autre rythme, mais le podium est assuré et il faut surtout pas qu'il en fasse plus que ce qu'il a fait depuis le début du tour où il a parfaitement géré, il a fait à son rythme. Mais faut pas qu'il oublie qu'il y a quand même cette deuxième place qui claque 2 minutes entre guillemets et que avec les étapes qui arrivent, 2 minutes ça va se perdre assez facilement. Donc donc prudence malgré tout que ce soit pour Jonas ou pour Remco. Alors c'est fou comme code, hein. Vous savez, dans Barbecue Vélo, c'est quand même exceptionnel. Je trouve qu'il y a une belle synergie entre nous. Vous voyez, c'est incroyable. Thierry vient de me donner la meilleure transition possible, vu que je comptais parler de Jonas Vingegaard juste après, mais on va juste terminer. Voilà, sur Remco Evenepoel. Oui, ça peut être un objectif parce que Vingegaard, il a dit, il va pas se cacher. Il a dit qu'il continuerait à attaquer Pogacar et qu'il préférerait attaquer Pogacar plutôt que bah, de se soucier de la deuxième place et de la défendre quoi. Donc voilà, donc Remco peut avoir cet objectif et donc on va continuer et puis on va parler de Jonas Vingegaard. Que penser encore une fois de cette deuxième semaine? On y a cru sur l'étape du Puy-Marie, on y a cru. On s'est dit que bah il y avait peut-être match, que Jonas il était là, il remporte l'étape d'ailleurs. En plus il est devant, il remporte la victoire d'étape, ce qui lui a donné de la confiance. On l'a vu souriant, on l'a vu rassuré même. Et puis bah il y a cette étape le lendemain qui mène au Plat de Dé et puis bah craquage complet de Vingegaard, enfin qui n'arrive pas à suivre et puis le lendemain plateau de Bay, on va pas dire il explose mais il est pas loin et on va zoomer juste après avoir parlé de Vingegaard en soi mais on va zoomer juste après sur cette étape 15 voilà moi j'ai du mal à comprendre en tout cas la stratégie des Visma, surtout sur l'étape 15. Mais avant, on va juste parler de votre impression sur Jonas Vingegaard. On va commencer par toi, mon Lio. Ouais, moi je trouve surtout que Poggi est beaucoup trop fort. Je trouve que Vingegaard est à un sacré, mais alors sacré niveau avec ce qu'il a connu autour du Pays Basque, avec ce qu'il a connu en début de saison. Je trouve qu'il est à un sacré niveau, mais que Poggi est au-dessus. Et moi, je pense, on verra ce qu'en pense Thierry, mais je pense que quand même, ces déboires autour du Pays Basque et cette préparation tronquée se payent un petit peu ici, quand même, parce que c'est vrai que
la différence est quand même importante finalement. Hein. Quand Poggi en met un petit coup de giclette, Vingegaard craque un petit peu. Là où peut-être que l'année dernière, il n'aurait pas craqué. Alors, il est déjà à un sacré niveau et c'est déjà super de le voir comme ça. Mais voilà, je trouve que ce qu'il y a à dire sur Vingegaard, c'est que il est très fort, mais pas suffisamment pour être au niveau de Poggi. Pour l'instant, on verra ce qui se passe la semaine prochaine, mais pour l'instant, c'est le cas et il fallait en avoir de la force, hein, il fallait en avoir du courage, du peps et de l'énergie pour revenir sur Pogacar parce que sur l'étape qu'il remporte, il est distancé dans un premier temps par le Slovène, il revient et il s'impose derrière au sprint. Donc, sincèrement, c'est déjà un très beau Tour de France, je trouve, pour Vingegaard. Thierry? Ouais, d'accord avec Rulio, franchement, ça reste un très bon tour dans le sens où, malgré tout, si on parle de chiffres purs, il est des normes qui sont très élevées. Donc ouais, il a un niveau qui est quand même énorme. Je pense pas à son meilleur niveau et je suis du même avis que Rulio. Je pense que ces déboires au Pays Basque lui coûtent un petit peu, bon, déjà dans sa préparation et puis faut pas oublier que Remco sur le critérium disait il s'était fracturé la clavicule sur le Tour du Pays Basque, il disait que il sentait encore il avait encore mal quand même à ses clavicules et il sentait que ça bougeait, enfin il était pas à l'aise et Vingegaard en plus de ça a eu des côtes cassées et est resté une semaine et demie à l'hôpital avant de retourner au Danemark. Donc ouais, c'est sûr que la préparation était pas optimale. Pogacar en se fracturant le scaphoïde aussi a sentait au Tour de France que il y avait quelque chose. C'était pas à 200% au niveau de sa main et voilà, il pouvait pas être à 100%, on le savait. Malgré tout, le tour qui sort derrière un Pogacar qui est monstrueux et puis surtout, c'est un stade de se dire aussi parce que finalement, sur cette étape du plateau de Bay, il tente parce que ça serait dommage de pas tenter. Ça serait dommage de pas tenter, c'est que il sent quand même que il y a quelque chose à faire, il tente. On peut que on peut que lui dire qu'il fait un très beau tour de France et que c'est pas fini, il faut continuer de Alors, tenter. La Visma a été courageuse et voilà, voilà, il y a des opportunités, il faudra mettre le paquet pour essayer de faire tomber le Slovène. Justement, moi, je suis pas de cet avis plus que ça parce que moi, j'ai trouvé ça pas inutile de vouloir tenter. C'est bien d'essayer des choses, mais comme vous l'avez dit, Vingegaard, il a pas une préparation optimale pour le Tour de France. Il revient de blessure, il vient de chute. Alors, c'est beau pour le spectacle d'avoir tenté la chose, mais je trouve que Vingegaard euh, devrait avoir conscience que Pogacar est sur un nuage et que si il ne veut garder encore ne serait-ce qu'une petite chance d'essayer de gagner le tour, là il vient de lâcher quand même des grosses forces dans la bataille parce que 3 minutes ça commence à faire beaucoup. Classement général, il a fait rouler de son équipe toute la journée pour qu'au final ils finissent deuxième de l'étape. Pogacar en plus est solide leader du classement des grimpeurs. Alors c'est un détail, mais voilà. Vingegaard n'a pas de classement distinctif non plus. Il a entre guillemets juste une victoire d'étape, sachant que cette formation Visma en plus n'a toujours pas réussi à remporter d'étape autre que par Vingegaard sur ce tour. Donc moi je trouve que ça n'a pas été très judicieux tactiquement de tenter, en tout cas d'avoir fait rouler l'équipe toute la journée, parce que Pogacar est impérial et on le sait. Et voilà, je pense que c'est plus avoir déstabilisé Vingegaard qu'autre chose. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est quand même un revers pour cette équipe Visma. Thierry? Après, je pense que c'était l'étape où il fallait tenter. C'était un peu le tour rien. Il y avait 5000 mètres de dénivelé. Il faisait très chaud. Ils n'étaient pas à l'abri que Pogacar puisse craquer. Voilà, coup de chaleur, 5000 mètres de dénivelé à fond. Ça se tentait, franchement, ça se tentait. C'était l'étape la plus propice pour essayer de retourner le général. Il part de loin.
il a fait tout ce qu'il y avait à faire finalement. Je pense que la tactique est très juste. Non, il tombe sur un Pogacar qui est juste trop fort. Pogacar est juste trop fort tactiquement. Si Vingegaard est à 100%, je pense que Pogacar, c'est pas la même histoire. Hmm. Romain? Ouais, c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est complexe parce que je trouve que ce que tu dis, Elio, ça s'entend aussi dans la mesure où, effectivement, est-ce que il aurait perdu moins d'énergie en tentant pas d'attaquer, conserver, et du coup réduit l'écart au général. Enfin, en tout cas, il n'aurait pas pris, plus de temps derrière dans la musette et il aurait peut-être été un petit peu plus proche au général pour pouvoir essayer sur un terrain peut-être plus à sa convenance la semaine prochaine, essayer de titiller un peu plus Pogacar. C'est compliqué parce que d'un côté, euh, d'un côté, bah, il faut tenter aussi, quoi, parce que tu as déjà du retard, parce que voilà, tu sais pas comment tu peux être la semaine d'après. C'est tellement complexe, je trouve que c'est compliqué de savoir ce qu'il faut faire et ouais, c'est compliqué. Je pense que là, de toute façon, la forme, voilà, je pense que quand même Pogacar est au-dessus physiquement, quoi. Avec les déboires de Vingegaard, je pense qu'il est au-dessus et je, je- pour l'instant, je vois pas ce qui peut empêcher Pogacar de gagner le Tour. Après, il reste une semaine, mais voilà, pour moi, ça va être vraiment, vraiment extrêmement délicat pour le Danois. Oui, oui, je pense que ça reste compliqué, oui, de pouvoir faire basculer le classement général, mais voilà. Là, il a laissé quand même des plumes. Alors, il reste encore des occasions, on ne sait jamais, mais je pense que Pogacar a quand même bien la main mise sur ce Tour de France, en tout cas. Et puis alors il y a quand même un dernier sujet qui est assez chaud en tout cas sur les performances de Pogacar et des coureurs pour le classement général autour, c'est encore une fois ce sujet du dopage qui ressort. Voilà, on est obligé de ne pas passer à côté malheureusement. Pogacar a quand même fait le record de la meilleure ascension du Pla d'Adé. Il est à 39 minutes et le record, c'était Marco Pantani qui l'avait établi et à 45 minutes d'ascension. Et quand on connaît l'historique entre guillemets de Marco Pantani et ses accusations, bah encore une fois, les doutes reviennent et moi je sais pas que je suis sceptique, mais le problème c'est que encore une fois ça vient ces accusations de dopage et en général ses performances parfois entre guillemets surhumaines parce que il fait rouler son équipe toute la journée, il craque pas, il ne laisse pas l'ombre de souffrance jusqu'au bout, il va chercher la moindre seconde pour le classement général. Bah, écoutez, est-ce que encore une fois on peut y croire à ces accusations ou il faut vraiment laisser la course se faire? Je t'en prie, Thierry. Euh, Moi, j'aime pas. Enfin, c'est pas une question que j'aime bien. Personnellement, enfin, les chiffres sont hallucinants et je pense qu'on est d'accord. Les chiffres sont monstrueux sur les meilleures performances de la décennie. Maintenant, quoi, on peut pas sur la base de chiffres. Ça peut donner une indication. Enfin, voilà, on peut pas sur la base de chiffres affirmer du dopage. Enfin, je vois des choses où on serait directement capable de dire ok, il est dopé, point. En fait, on n'en parle plus. Dans ce cas-là, il y a plein de sports où des records sont battus tous les jours. Juste dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait dès qu'un record est battu, on accuse de dopage. Enfin, je vais prendre l'exemple de l'athlétisme par exemple. Funkeball a couru sous les 51 secondes aux 400 mètres. C'est la deuxième femme à l'avoir fait. Dans ce cas-là, quelles accusations on fait aussi? C'est un record qui est juste énorme. Armand Duplantis qui repousse les limites du saut à la perche en étant aujourd'hui à 2,24 et tentant à 2,25 de battre le record du monde. Alors pourquoi ils l'ont pas fait avant? Enfin, je veux dire, il y a un moment où je veux bien que les gens dénigrent aussi la progression, disent que ça ne fait pas tout. On est d'accord, ça fait pas tout. Maintenant,
il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a de plus en plus de paramètres à prendre en compte. Et l'évolution que ce soit du matériel, du coureur, de la préparation, de tout ça, pour moi, ça doit rentrer en compte. Ce record de Pantani sur le plateau de Bay, à l'entraînement, il a déjà dû être battu. C'est juste que c'est pas en course. Maintenant, je suis aussi contre dans le sens où j'avais pas aimé la sortie de Zimmerman qui avait l'année dernière déclaré tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Entièrement Quand on d'accord. voit ce qui est sorti il y a peu avec l'inhalation de monoxyde de carbone, voilà. Déjà de une, c'est mettre sa vie en danger. De deux, c'est moralement du point de vue sportif pas très beau. Et on ne sait pas ce qui est des substances utilisées. On pense au tramadol qui n'était pas interdit. Pourtant, des coureurs ont finalement fait l'effet d'une suspension. Donc voilà, je veux pas parler, je veux pas accuser de dopage, je veux pas dire Pogacar est dopé, Vingegaard est dopé. Enfin voilà, je veux pas aller directement là-dessus pour des records battus. Mais voilà, je veux pas non Le plus but n'est entendre pas dire. d'accuser non plus, hein, ça. Ouais. C'est débattre du sujet parce que les performances peuvent interpeller. Voilà. Après, oui, il y a ces jours d'état de grâce. C'est comme Vingegaard l'année dernière qui avait écrasé le chrono de Patient Camblou, par exemple. Il était dans un état de grâce. Il colle près de 2 minutes à Pogacar sur le chrono. Et puis voilà. Il peut y avoir des journées d'état de grâce. Et Pogacar, on le sait, est en grande forme. Mais on est quand même en question. On est quand même en mesure de se demander quand même de pouvoir se poser la question et d'en débattre. Mon Julio. Ouais, effectivement, ça pose toujours des questions parce qu'il y a un historique, parce qu'on est bluffé aussi, parce que on est impressionné parce qu'on a envie d'y croire aussi à ces grands champions. On a été déçus par le passé. Voilà, c'est normal que l'on s'interroge. Après, on peut pas accuser, on peut pas, comme l'a dit Thierry, on peut pas affirmer tant qu'on n'a pas des preuves, tant qu'un un test, un contrôle n'est pas positif. Donc ça pose toujours des questions. Moi, j'ai envie de me dire, voilà, faisons des contrôles, essayons de développer vraiment au plus possible la lutte antidopage, essayons, grâce à la technologie, à la science, de détecter des substances euh, qui invisibilisent ces substances dopantes, parce qu'on sait que c'est de plus en plus aussi facile pour les coureurs de cacher, de masquer le dopage. Donc, essayons de continuer à tout mettre en place pour que tout ça soit interdit. Mais tant que, voilà, je dis travaillons dans l'ombre, essayons de travailler à cette lutte antidopage. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire, on ne peut que observer ce qui se passe, les résultats. On ne peut que dire bravo à ces grands champions qui nous font vivre de grandes émotions et on ne peut qu'espérer qu'ils ne soient pas dopés. Après, c'est sûr que ça pose question parce que bah, là, il y a un historique, il y a un passé, notamment dans le vélo, parce que ça a été aussi beaucoup plus médiatisé. Et il y a aussi une chose, je me permets de te couper aussi, c'est qu'il y a aussi une chose, c'est que il y a encore des personnes, que ça soit des coureurs ou du personnel pas technicien, mais directeur sportif, préparateur physique, médecin, qui sont liés à des affaires de dopage. Par exemple, je veux vraiment pas accuser quoi. Mon but n'est pas là d'accuser quoi, mais par exemple, Mauro Gianetti, le directeur du AE, il est pas tout blanc. Il a eu quelques affaires avec le dopage. Donc, Ouais, ouais, voilà. Je veux pas non plus jeter la pierre sur les coureurs, mais je dis méfiance quand même. Je veux vraiment pas non plus ouais. qu'on soit tout le temps comme il y a eu par exemple ces grosses perquisitions sur le Giro où ça refasse une 98 avec l'affaire Fessina où les coureurs se sentent fliqués tout le temps. Mais voilà. La vérité, c'est qu'il y a encore du travail sur le dopage, et tu l'as si bien dit, mon Julio. Faisons confiance à la science, et surtout, même si l'environnement autour fait qu'on peut avoir des doutes,
faisons confiance aux coureurs. Mais tu vois, je comprends, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que quand vous avez des dirigeants qui sont liés et qui ont participé et qui voilà, sont reliés à des funestes histoires, scandales de dopage, forcément ça pose question, mais je pense qu'ils peuvent être aussi tout à fait propres et vouloir et être aussi directeur sportif, manager, de par leur qualité sportive et de plus rien avoir du tout avec le dopage. Mais après, je comprends que forcément, tu te dis, eh ben, putain, lui, il s'est dopé, ou alors il a été lié à une affaire de dopage, il pourrait recommencer, ou il pourrait. Voilà. Forcément, ça pose question, mais je pense que aussi, c'est pareil, en fait. C'est pareil que. Enfin, forcément pareil, mais d'autres pourraient très bien aussi ne pas être liés à des histoires passées et plonger dans le dopage. Donc, c'est une question, je trouve assez particulière parce qu'on peut pas, on peut rien dire et on peut tout imaginer en fait. Donc voilà. Moi, je pense que tant qu'on n'a pas de résultats, tant qu'on n'a pas de preuves, bah, je trouve que ça fait pas avancer le schmilblick d'en parler. Voilà. Non, Thierry, puis un dernier mot je pense aussi peut-être? que l'UCI est pas assez clair sur déjà de une ce qui est interdit. Je pense que la liste des substances interdites n'est pas vraiment mise à jour. Il y a eu, il me semble, pas de communiqué sur ces inhalations, sur les rumeurs d'inhalation de monoxyde de carbone. Je pense qu'il doit y avoir plus de clarification de leur côté et plus de clarification et de vis-à-vis du grand public, parce que on note toujours quand les coureurs sont dopés, on note pas quand ils le sont pas. Certains pensent, enfin, certains prennent pour acquis que s'il n'y a pas de, on va dire de révélation, c'est qu'il n'y a pas de dopage. Je pense qu'il faudrait aussi que l'UCI, bah voilà, à telle étape, on a fait tel contrôle, voilà, combien de négatifs, voilà, si rien que ça déjà, ça serait déjà une avancée, plus de clarté. Sinon, on va en fait toujours tourner autour du pot, toujours tourner autour du pot. Et parce qu'un jour on accuse un coureur, il suffit que je sais pas, le coureur le prenne très très mal, porte plainte pour diffamation. Dans le procès, il te montre son test négatif quand tu l'accuses de dopage. Ben finalement, le coureur va juste avoir raison. Euh, donc voilà, je pense que cette clarté de l'UCI, et de toutes les instances contre le dopage doivent vraiment participer aussi à Entièrement d'accord. ce, à ce, on va dire, à cet engouement autour du Oui, dopage, entre guillemets, bon, assez spécial, mais voilà, ils doivent aussi calmer les choses et exactement. montrer que il y a des coureurs qui ne sont pas propres, et il y a des coureurs, et beaucoup, et pour la plupart, qui le sont, et il faut On aussi l'espère. le mettre en avant. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Thierry. Voilà. Euh, c'est sûr, ça reste impressionnant et c'est bon pour le spectacle, c'est bon pour les affaires de voir, de voir ces coureurs aller de plus en plus vite, de plus en plus fort, une course, voilà, avec tout, de plus en plus spectaculaire. Et donc, voilà, Euh, je pense que chacun a sa part de responsabilité, que ce soit les coureurs, les instances, que ce soit l'UCI, les associations aussi. Moi, je pense aux équipes qui ont signé pour le mouvement pour un cyclisme propre. Et il y a des belles histoires. Il y a des coureurs qui s'engagent contre le dopage publiquement, comme Romain Bardet, par exemple, qui s'est toujours engagé contre le dopage et pourtant qui a fait deuxième de Liège, qui a porté le maillot jaune et remporté une étape cette année. Donc voilà, je pense que avant tout, essayons quand même de faire confiance aux coureurs. On peut leur accorder cette confiance, je pense, mais restons méfiants. Voilà. Voilà. À moins que quelqu'un ait quelque chose d'autre à dire sur le sujet, on va pouvoir passer au sujet suivant.
c'est-à-dire on va étudier un petit peu les sprints après avoir étudié le classement général. Donc il y a encore une fois deux coureurs qui se sont mis bien en avant dans cette deuxième semaine du Tour avec Jasper Philipsen qui s'est enfin réveillé et qui a remporté 2 victoires d'étape et Biniam Girmay qui sur sa lancée rentre encore plus dans l'histoire et remporte une 3e victoire d'étape sur le Tour de France. C'est juste magique et maintenant, est-ce que la bataille pour le maillot vert peut être relancée? Ça, gros point d'interrogation parce que les deux passent bien les bosses. Il reste encore une grosse opportunité pour les sprinteurs. C'est mardi, c'est demain, avec une étape toute plate qui arrive à Nîmes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, et après, bah, il va falloir tenir les étapes, bah voilà, les étapes assez punchy, puis de montagne, qui peuvent avantager ces deux coureurs. On peut avoir vraiment une bataille pour le maillot vert où le classement reste quand même assez figé. Guermeil devrait s'imposer sans doute. Qu'est-ce que tu en penses, mon Rulio? Oui, c'est. Ouais, effectivement, c'est demain, ça va être la dernière chance pour les sprinters, certainement. Pour les purs sprinters, attention, parce qu'il y a encore peut-être une opportunité pour les sprinters punchers un petit peu, mais en tout cas, oui, pour les purs sprinters, c'est la dernière chance, oui. Ouais. Donc franchement, tout le monde va vouloir être à bloc et après une journée de repos, en plus, on aura pu recharger les batteries. Je pense que voilà, on peut avoir un joli sprint à Nîmes. Après, pour le classement du maillot vert, je n'ai pas le classement sous les yeux, Il y a et j'ai 100, pas il y a bien 100 suivi points, il y a 100 points d'avance pour Guilherme, il me semble. Je vais vous donner les statistiques immédiatement, mais voilà, je pense que Non, on est il y a aux alentours. 85 points d'avance pour Girmay. Voilà, merci mon Thierry. Ok, ouais, donc je vais laisser la parole à Thierry parce que j'ai pas assez suivi la lutte pour le maillot vert et j'ai pas en tête toutes les composantes, mais en tout cas, voilà, sprint demain à Nîmes, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez, vas-y mon Thierry. Ah, peut-être un sprint, hein, on n'est jamais sûr. Hein. C'est ça. Ah ouais, non, ouais, ça paraît compliqué quand même. Enfin, il faudrait vraiment une grosse défaillance de. Voilà, alors, on n'est pas à l'abri. Hein. On a dit que les sprints étaient quand même assez houleux. Il y a pas mal de candidats au podium, mais voilà, prendre une place sur le podium sur une étape de sprint du Tour. Il y en a beaucoup qui le souhaitent. Donc on n'est pas à l'abri, voilà, d'avoir une chute ou un ennuis mécanique. Enfin, que Guillermin ne puisse pas sprinter. Et, si Philipsen reprend 50 points, pourquoi pas. Franchement, ça paraît très très compliqué. Il va falloir qu'un improbable se passe pour que Guillermin loupe ce maillot vert quand même. On n'est jamais à l'abri d'un incident mécanique ou autre avant le sprint. Mais voilà, si demain, même si Philipsen gagne et que Guillermin fait même 4 ou 5e, voilà, il y aura plus, franchement, il y aura quasiment plus de suspense, surtout que l'Érythréen va collectionner les échappées. Je pense qu'il est pas mal sorti là sur ces dernières étapes pour aller chercher les points du maillot vert. D'ailleurs, il a été déclassé, il a perdu 5 points dans la bataille. Ah oui? Mais ouais, sur le sprint, alors je sais plus si c'est l'étape du plateau de Bay où il vient serrer Matthews contre les barrières et il avait remporté le sprint. Il a été reclassé troisième. Il a été reclassé troisième, mais donc ouais, franchement, pour le maillot vert, à part grosse surprise que Guillermo ne puisse pas sprinter ou alors un abandon, mais c'est ce qu'on ne souhaite surtout pas. Euh, Franchement, je pense que c'est quasiment le débat est quasiment clos. Oui, là sur ce point, sur les sprints, je suis assez d'accord avec toi parce que 85 points, les deux coureurs ont quasiment les mêmes qualités, un bon punch.
Peut-être un peu plus pour Guilhermet, justement, un meilleur punch que Jesper Philipsen, à mon avis. Donc je pense s'il y a possibilité que Guilhermet prenne l'avantage sur ce point-là. En termes de sprint pur, je pense que Philipsen est meilleur, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Et donc voilà, Philipsen peut encore le gagner. On sait jamais. Hein, aussi une étape de montagne, on a vu des sprinteurs qui sont rentrés tout juste dans les délais. Et ça aussi, ça peut jouer sur les 3 dernières étapes de montagne. Par exemple, il y a certains sprinteurs qui parfois ont failli rater le maillot vert parce qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas réussi à rentrer dans les délais. Donc voilà, et puis surtout, on n'est pas à l'abri aussi d'une bonne surprise sur ce sprint, sur ce potentiel sprint à Nîmes. Moi, par exemple, je pense qu'Arnaud Démarre, sa chance, elle est là parce que il est présent, il a les jambes. Brian Cocard aussi, il est troisième au classement du maillot vert. Alors, il va pas le gagner ce classement, mais il est troisième au classement du maillot vert, ce qui montre sa régularité. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas aussi une ouverture côté français, peut-être une victoire au sprint, et pas que, il reste encore du beau monde, du Matthews, euh, du, euh, du Groenewegen. Alors je sais pas ce que ça donne pour Jacobsen aussi, mais je crois que c'est compliqué pour lui, Fabio Jacobsen, je ne sais pas s'il est rentré dans les délais, mon Thierry. Il a eu Ouais, 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 il a vas-y. abandonné Jacobsen. Hein. Jacobsen a abandonné, non Covid, ouais. Ouais, Covid, hein. Oui, 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 Il était parti, il habitait. C'est Bram mais Velten qui était pas rentré dans les télés sur oui, l'étape du Plateau de Pays. voilà, donc oui, il y a quand même du monde. On sait jamais. Un Gaviria aussi, pourquoi pas Christophe, Cavendish aussi, mais voilà, on n'est pas à C'est vrai l'abri qu'on a un aussi. Pedersen, un Jacobsen qui sont plus là. Donc c'est vrai que le Covid, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que ça nous permet de dire qu'on a perdu quand même. On parlait d'Ayuso, Jacobsen, Pedersen, euh, Pidcock aussi, on a perdu à cause du Covid. Donc Oui, oui. franchement, ce Covid, il nous fait encore du mal. Hein. Et puis Van Gils aussi, on vient de perdre aujourd'hui Van Ouais, Gils. exactement, ouais. Donc, Donc voilà. Et puis oui, donc on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et puis maintenant, j'aimerais juste avant qu'on se projette sur la troisième semaine, j'aimerais qu'on parle un petit peu des Français sur cette troisième semaine. Alors, donc on a dit ils ont quand même été bien présents dans les sprints. Il y a même des personnes qu'on n'attendait pas, comme Clément Russo par exemple, qui s'est classé huitième du dernier sprint. Mais les Français, bah il y a quand même une chose qu'on en avait déjà parlé avec Thierry la semaine dernière, qui me chiffonne, c'est de pas voir un Français dans le top 10 du classement général quand même. Alors, il y a beaucoup de Français qui jouent les étapes et qui ne s'en cachent pas. Mais franchement, quand on voit le plateau de, comment dire, de sprinter, non, de grimpeur, excusez-moi, qui joue le classement général, bah, je me dis qu'il y aurait quand même eu une petite place dans le top 10. Alors, voilà, quand je vois ce top 10, c'est quand même assez relevé. Mais par exemple, je me dis un Derek G, un Buitrago, il y a Gal, Jorgensen, tout ça derrière, même un Benili, qui n'est pas forcément un grimpeur et qui pourtant se place pas si mal. Je me dis, il y aurait peut-être eu la place quand même pour un Français dans ce top 10. Et Guillaume Martin, qui est quand même assez loin, 16e du général à 38 minutes. Bah voilà, ça me laisse quand même un léger goût d'inachevé, de ne pas voir un Français dans le top 10. On a souvent été habitué de les voir dans le top 10 du général à chaque tour. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, les garçons. Je pense Thierry en avait déjà parlé. Je vais te demander ton avis en premier, mon Rulio. ouais, c'est moi ça me chiffonne pas parce que enfin ça me chiffonne pas. Comment dire ça m'embête pas plus que ça parce que on a eu 3 belles victoires d'étape en première semaine, 3 très belles victoires d'étape. Et franchement, c'est fun et c'est terriblement excitant de voir
ces Frenchies levaient les bras, surtout pour des Kevin Vauquelin, pour des Anthony Turgis qui ont levé les bras pour la première fois sur la grande boucle et qui ont connu forcément la plus belle émotion de leur carrière. Truc de fou. Romain aussi, mais il avait déjà gagné, mais c'est une fin de parcours extraordinaire. Oui, exactement. Mais après, tant qu'on voit ces émotions-là, moi, ça cache un petit peu le fait, vraiment, ça masque un petit peu la déception de ne pas avoir de Français à la lutte pour le général. C'est sûr que ça serait mieux. Moi, je préférerais. Je serais content de voir un Frenchie lutter pour le général. Mais après, c'est très compliqué. Et sur cette deuxième semaine des Français, je pense que voilà, que ce soit au sprint ou sur les étapes plus montagneuses, la logique a été respectée cette semaine et les cadors se sont affrontés. Donc, je pense que les Français, à part des places d'honneur, et encore, il n'y avait pas grand-chose à espérer cette semaine, vu la configuration de la course. Bon, Thierry? Ouais, moi je suis sur le même, enfin sur l'avis que j'avais prononcé la semaine dernière. Pas forcément de frustration, voilà. Enfin, j'avais pas forcément d'attente dans le sens où David Gaudu fait une saison qui est un peu plus compliquée. Guillaume Martin, avec le plateau qu'il y avait, ça semblait aussi compliqué. Lenny Martinez qu'on a envoyé un peu au casse-pipe et que de toute façon on aurait joué les étapes, je pense, coûte que coûte. Kevin Vauquelin, enfin voilà, qui ne jouait pas le général pour son premier Tour de France. Donc franchement, ce qui ne me frustre pas, c'est que j'avais pas tant d'attentes que ça en réalité au général. Donc ouais, surtout vu les émotions qu'on a vécues. Ouais, ça remplace un petit peu. Et juste, je voulais dire, côté français, on a Brian Cocard qui prend souvent les échappées. Et on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il veut jouer vraiment cette troisième place du classement par points. Oui. Et bien simplement parce que la troisième place du classement par points rapporte 110 points UCI. Mais on sait que cette course aux points UCI, c'est un peu la chasse du côté des équipes du bas de tableau. Et donc c'est pour ça que Brian Cocard joue cette troisième place à fond et défend crânement sa chance. C'est important de le noter, oui. Certainement une consigne d'équipe de la part de son manager. Et puis aussi, ça rapporte de l'argent aussi, cette troisième place au classement par points. Je vais vérifier, mais il me semble que ça rapporte quand même une petite somme, tout comme jouer les sprints intermédiaires, c'est que passer en tête d'un col ou de quatrième catégorie, etc. Il y a des primes qui sont accordées, et puis il y a un pot commun ensuite entre les équipes qui est mis, et les coureurs se partagent les gains. Et puis tout comme participer au barbecue vélo, hein. Exactement. Faut le dire, c'est assez rentable, c'est très lucratif, quoi. On empoche, voilà. C'est faux. On a tellement d'humilité. On empoche du bonheur, c'est pas mal. Ouais, on a tellement d'humilité dans cette émission qu'on vous le dit pas, mais c'est vrai qu'on touche quand même un sacré pactole pour vous causer. Dans ce podcast. Voilà. Alors, je tenais à le souligner. Merci à Radio Merguez & Co. On vous aime. Non, je plaisante. Non. C'est faux. C'est le plaisir, c'est la passion avant tout, évidemment. Ah là là. Oui, c'est fou. Et puis d'ailleurs, ça, c'est un plaisir de vous savoir parmi nous, toujours à nous écouter, toujours de plus en plus nombreux, et on vous en remercie. Et pour finir sur les Français, encore une fois, même constat que la semaine dernière avec Thierry, les équipes qu'on attendait, elles sont pas là, entre guillemets. Groupama, pas là. On va dire que aussi Félix Gall, sa place au classement général, sa 11e place, et son éventuel top 10 c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, vu que cette équipe Décathlon AG2R a encore raté les bons coups. On voit très peu de décathlon à l'avant. Même chose pour l'équipe Groupama FDJ qui certes a tenté de prendre les échappées, mais par exemple David Gaudu qui avait pour objectif de passer au sommet du Galibier pour empocher la prime exceptionnelle du souvenir Jacques Godet, ancien directeur du Tour de France et successeur de
d'Henri Desgranges, il n'a pas réussi tout simplement. Donc il y a aussi voilà, peut-être, je vais pas dire une déception, mais on va dire on en attendait beaucoup de ces équipes parce que elles sont parties dans l'optique. Alors, Decathlon, il y a Félix Gall, mais c'est un peu entre guillemets un électron libre, on va dire Félix Gall, parce qu'il a pas réellement d'équipiers qui vont l'aider en montagne. Mais cette équipe Groupama FDJ et Decathlon AG2R, on en attendait beaucoup d'un Paul Lapera, d'un Lenny Martinez, pas forcément, mais d'un David Gaudu, peut-être aller chercher les étapes. Alors c'est pas fini, mais là-dessus, peut-être une légère déception tout de même, encore une fois, de ces équipes, et on espère qu'elles vont se relever parce que actuellement c'est un peu un Tour de France blanc, on va dire, pour ces deux équipes, et pareil pour la Cofidis qui n'a pas remporté d'étape non plus. Même chose, Brian Cocard, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt pour cette équipe Cofidis, vu que il n'y a pas réellement de coureurs qui ont été en mesure de jouer la victoire d'étape sur les étapes importantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes chers amis. Vas-y, mon Thierry. Ouais, moi, je pense que les toutes petites déceptions du côté de Decathlon, dans le sens où c'est vrai qu'ils surnageaient vraiment, même s'ils n'avaient pas aligné ils ont aligné une belle équipe quand même, hein. Mais par exemple, un Benoît Cosnefroy qui n'était pas venu sur le tour, pensant être sélectionné pour les JO. Cette histoire est malheureusement qui ne fait ni Tour de France ni JO. Donc voilà, on s'était quand même gâché une petite carte. Derrière Félix Gall reste quand même bien placé au général. Après, côté Groupama, franchement, l'histoire avec le Tour depuis 2019, c'est quand même très très platonique. Il y a quand même cette belle place de David Gaudu au général et de Valentin Madouas, quatrième et dixième, mais oui, Ouais, sinon. mais malgré tout, il n'y a pas de victoire d'étape. Ouais. Enfin, c'est voilà, il y a une histoire entre la Groupama et le Tour là qui se dessine et qui est pas très très belle là depuis quelques années. Cofidis, c'est sorti avec 2 victoires l'année dernière. C'est peu compliqué cette année. Il y a eu quelques coureurs touchés par le virus. On a fait démarrer Yann Izaguirre qui avait chuté quand même assez lourdement sur le Tour de Suisse et qui a commencé avec des côtes cassées, pas vraiment guéri à 100%. Guillaume Martin qui est pas non plus au niveau, je pense, du moins au niveau de ce qu'il a pu montrer ces dernières années. Donc globalement, ça reste dur pour ces équipes et relativement logique pour Cofidis ou Groupama et ouais, peut-être un peu plus de déception pour Decathlon, même si voilà cette place de Gall et puis voilà l'effectif non plus qui était pas, enfin cette start list avec un Sam Bennett qui n'est pas non plus très régulier au sprint. Voilà. Moi, par exemple, je comprends pas pourquoi on fait pas jouer Paul Lapera sur les sprints, par exemple. Ça, je comprends pas tellement. Surtout qu'il y a des arrivées qui étaient largement favorables à Paul Lapera au sprint. Donc ça, par contre, je comprends pas et je trouve que c'est une erreur tactique un petit peu de la part de cette équipe Decathlon AG2R. Alors oui, Sam Bennett a quelques bons résultats, mais c'est plus Sam Bennett qu'on a connu en 2019, qui roulait sur les sprints et qui a ramené le maillot vert à Paris, quoi. Donc ça, malheureusement, petite erreur aussi, je pense, de la part de Decathlon. Monrolio, un petit mot. Merci. Je rigole. Je plaisante. Non, non, tu m'as demandé qu'un petit mot, alors je sais pas, je voulais te remercier pour tout, quoi, tu vois. Enfin, bref. Tu t'enfonces là. Non. Non, un petit mot. Non, c'est sûr qu'il y a des équipes, effectivement, comme dans chaque tour, hein, mais on en a déjà parlé sur le Giro, mais ouais, des équipes qui pour l'instant n'arrivent pas trop à exister, qui n'ont pas trop de résultats, effectivement, on s'interroge parfois. Bon, ça arrive, hein, c'est la course, hein, mais
Mais c'est vrai que c'est dommage pour toutes ces équipes. C'est vrai que pour Groupama, pour Decathlon, c'est des coureurs qui. Bah, voilà, c'est évidemment, il y a pas de mauvais coureurs. Hein. Tous ces coureurs sont des coureurs de haut niveau, de très haut niveau. Mais c'est vrai que voilà, il y a des configurations de course. Parfois, ils vont dans l'échappée. Je pense à Groupama. Ils tentent dans les étapes où ce sont les favoris qui derrière mettent en route et contrôlent et crabouillent toute chance de victoire des échappés. Donc c'est compliqué aussi de gérer ça. Il n'y a pas eu beaucoup de possibilités pour les échapper depuis le début de ce Tour de France. Donc c'est compliqué d'exister quand vous êtes en dehors de la lutte entre cadors. Il y a eu aussi les étapes pour sprints, mais là aussi, voilà, on n'est pas zéro, hein, mais je veux dire, on n'a pas les meilleurs sprinteurs du monde, niveau pure puissance, donc c'est compliqué. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des équipes qui n'ont pas pour l'instant trop existé. On espère pour elles que ça ira mieux la semaine prochaine. Mais après ouais, c'est la course. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, mon relieu. On va espérer vraiment que ces équipes se reprennent, surtout que le parcours de la troisième semaine se prête à des échappées, à des batailles peut-être pour un classement de meilleur grimpeur aussi, parce que ce classement n'est pas joué, même si Pogacar a quand même une bonne marge d'avance. Bah, on peut penser à un David Gaudu qui a amassé des points, par exemple, qui est actuellement sixième de ce classement avec 30 points, qui a certes 50 points de retard sur Pogacar, mais on sait jamais, une grosse journée, un col hors catégorie c'est 20 points, un col catégorie 1 c'est 10 points, et petit à petit, bah, ça peut marcher. Et puis bah, on va regarder un petit peu les profils des étapes importantes rapidement. On va les passer en revue, et puis on va se donner nos impressions sur le parcours. Toi, mon Thierry, qu'est-ce que t'en penses de ce parcours? Est-ce que tu penses que euh, Pogacar va vouloir encore un peu plus asseoir sa domination, ou va vouloir rester dans un rôle défensif du maillot jaune, sachant que là, il y a quand même un sacré trou de 3 minutes avec Vingegaard, 5 minutes avec Remco, et Remco a des qualités en contre-la-montre, mais je le vois mal reprendre 5 minutes à Pogacar sur le dernier contre-la-montre, d'autant plus que c'est un contre-la-montre pour grimpeur. Et est-ce que tu verrais aussi, pourquoi pas, des échappées s'imposer? Euh, Pogacar est joueur, hein. Pogacar est très très joueur. Hein. Franchement, le problème c'est que si Vingegaard attaque, ce qui risque de très probablement se passer, Pogacar sera là. Et si Pogacar est en forme, Pogacar attaquera Vingegaard par la suite. Donc peut-être que le Slovène n'attaquera pas lui directement, même si ça m'étonnerait qu'il en place pas une petite voilà, il, il est très dans la course, il donne beaucoup, donc c'est très rare de le voir très patient, très calme et très passif. Malgré tout, il avait dit que sur cette étape du plateau de Bay, avec UAE, ils avaient très certainement pas prévu de rouler, et ils voulaient laisser la victoire aux échappés. Pourquoi pas? Pourquoi pas à Isola 2000, ça serait une superbe victoire, hein, pour l'échappé qui pourrait jouer qui pourrait jouer la victoire en haut d'Isola 2000. Donc ouais, il y a des possibilités. Tout dépendra, je pense, surtout de Visma. Comment est-ce qu'ils voudront jouer la course. Euh, voilà, je pense qu'il y a vraiment ce facteur X qui est Visma. Pogacar a plus vraiment intérêt à faire rouler ses équipiers et à attaquer directement. Oui, je suis entièrement d'accord. On peut imaginer un scénario Puy-de-Dôme où les échappés s'étaient joué la victoire, s'étaient joué la victoire d'étape au Puy-de-Dôme. Et puis, bah, on va dire qu'il y a quand même les étapes qui s'y prêtent, on va dire. Euh, L'étape de Super Dévoluy, elle peut paraître effrayante sur la fin comme ça avec l'enchaînement des difficultés, le col de Bayard, le col du Noyer, enfin la côte pour monter à Super Dévoluy, mais ça reste
sinon, sur toute la journée, un parcours sans trop de difficultés, ça grimpe, mais pas trop pour que les favoris ou que les équipes de leaders se mettent à rouler comme je sais pas quoi, comme un Ineos, une équipe Ineos qui fait rouleau compresseur. Donc pourquoi pas cette étape de Super Dévoluy. Il y a cette étape de Barcelonnette aussi qui Ouais. se prête énormément aux échappées, parce qu'il n'y a pas, c'est pas une arrivée au sommet, il y a pas, c'est que entre guillemets des troisième quatre entre guillemets. Ça reste quand même dur, mais pas trop dur pour que des échappés ne puissent pas jouer la gagne. Même chose pour pourquoi pas aussi des sprinter punchers. On en avait parlé dans notre débrief euh, du euh, du tour du pour le de la bataille pour le maillot vert. Et puis il y a ces étapes aussi là qui arrivent au sommet avec Isola 2000 et puis la Couilleule. Ça me paraît quand même compliqué sur ces deux étapes parce que ça reste des gros cols avec des premières catégories, aussi des cols classés en hors catégorie, col de Vars, cime de la Bonnette. Moi, je pense que les échappés ont leur place, mais s'il y aura quand même une bataille entre les favoris, qu'est-ce que tu en penses, mon Lio? Ouais, assez d'accord avec vous. Je pense que tout peut se passer, que différents scénarios de course peuvent arriver. Effectivement, comme tu l'as dit, Elio, les étapes de mercredi et de jeudi à Super Dévoluy et à Barcelonnette peuvent parfaitement convenir à des échappées. Je pense que c'est vraiment la, l'exemple typique et parfait des étapes de baroudeur, des étapes accidentées qui peuvent bien convenir à un petit groupe ou un gros groupe qui s'est formé. Donc voilà, des petites difficultés par-ci par-là où on peut en remettre, que ça soit dans la côte des demoiselles coiffées de Saint-Pauline, de Saint-Apollinaire avant. Voilà, c'est pas des grosses difficultés. Mais ce sont des petites côtes où voilà, dans un petit groupe on peut en remettre, on peut jouer aussi avec la course. Donc franchement ouais, ça peut super bien super bien se passer pour les échappés. Bonne chance française aussi peut-être ces jours-là, avec pas mal de coureurs qui ont justement ce profil côté français de puncher grimpeur, quoi. Donc pourquoi pas. Et puis super évolué aussi, ça va être très intéressant effectivement parce qu'on parle de cette côte finale, de cette arrivée à super évolué, mais il y a ce col du Noyer hein, qui est assez sympathique aussi avec ses 7,5 km à 8,1%. Le col Bayard juste avant avec ses 6,8 à 7,3 font envie aussi. Donc non, ça va être de bonnes étapes. On va voir ce qui va se passer. Et puis le week-end de finale dans l'arrière-pays niçois, ça va être cool aussi. On va voir ce, Ouais, ce beau entièrement, chrono, ce beau entière- chrono aussi dimanche. Ouais. entièrement d'accord avec toi, mon Lio. Et puis bah, avant de passer à nos pronostics, on va quand même faire un petit mot sur les adieux de Romain Bardet au Tour de France et ce magnifique virage Bardet qui est organisé, alors moins médiatisé que le virage Pinot, moins organisé peut-être, mais le cœur y est. Allez-y. Ouais, c'est clair. C'est un personnage attachant, je trouve. Alors différent de Thibaut Pinot, moins populaire, effectivement, parce que moins médiatiquement émotif, moins, je sais pas je sais pas tellement comment dire ça, mais c'est vrai que
voilà, il a eu moins de mésaventures aussi médiatiques terribles, voilà. Donc, voilà, puis le tempérament aussi, le caractère, plein de choses, mais, euh, mais un sacré coureur attachant, je trouve. Le sourire, je le trouve toujours, voilà, toujours. Franchement, c'est un gars que je trouve super sympa et qui a fait sa carrière, quoi. Et vraiment une sacrée carrière, franchement. 2 fois podium du Tour, ce maillot jaune, là, et Deux puis fois 4 victoires d'étape sur le Tour, une voilà, victoire, c'est clair. victoire sur la Volta, pas loin de remporter un Giro, 2 podiums sur Liège. Ah ouais, ouais. C'est, Ah ouais, puis c'est... c'est vrai qu'on oublie un peu trop il a été aussi, il a été, comme tu dis, 2 fois deuxième sur Liège. Donc, c'était aussi un coureur qui était capable Ouais, qui avait du punch quand même, hein. oui. Qui À avait la du base, punch. Bardet, c'est plus un puncher qu'un grimpeur à la base. Bardet, enfin, je pense, enfin, à ses débuts, à mon sens, je l'ai trouvé vachement plus à l'aise sur les étapes de punch, en tout cas. Mais, par Puis exemple, un sacré descendeur aussi, hein. ah bah ça, on n'oubliera jamais sa descente aux côtés de Michael Chirel en 2016. C'est là où il va chercher la victoire d'étape et en plus il va chercher la deuxième place du général sans même s'en rendre compte. C'est formidable. C'était, c'était, C'était c'était pas, en- l'arrivée, c'était c'était l'arrivée pas en à, Haute-Savoie, ça? c'était l'arrivée à Non, Saint-Gervais-Mont-Blanc. ah, exact. Magnifique. Mon cher Thierry, un petit mot sur notre Rominou. Non, ben pareil, hein. L'histoire se finit de la meilleure des manières. Bon, je pense qu'il pouvait pas rêver mieux. Puis voilà, il a eu une superbe carrière avec malgré tout des, on va dire un palmarès qui ne représente pas à quel point il a émerveillé et il nous a émerveillé. Parce que ben voilà, on cite malheureusement que des podiums, des des deuxièmes places. On pense aussi à sa deuxième place sur le championnat du monde derrière Valverde. Voilà, Oui. ça montre le temps lui nous a autant fait vibrer qu'on a pu ressentir de la déception pour lui. Malgré tout, je pense que cette histoire avec le Tour, elle se finit super bien. Il finit, on va dire entre guillemets, en paix avec lui-même. Il écrit une belle fin d'histoire et voilà, je pense qu'il a aussi une belle perspective d'avenir. Voilà, pourquoi pas dans le journalisme. On sait qu'il a une très très belle plume. Je sais pas si vous avez déjà pu lire quelques-uns de ses articles sur l'équipe, mais voilà, il a Ouais. une belle reconversion qui semble toute tracée. Donc voilà, peut-être qu'il s'éloignera du monde du vélo avant d'y revenir. Vous pouvez les journalistes peut-être aux côtés de Thomas Voeckler, peut-être Eh un oui, jour. pourquoi pas. Ce serait formidable de l'avoir sur France TV, hein, franchement. C'est vrai il peut être excellent. Il peut être très bon en télé aussi, hein. Je dis Mm. pas le contraire, hein. Mais comme dit Thierry, c'est vrai que ces chroniques dans l'équipe Ouais. sont, sont vraiment, excellentes et je trouve que aussi, comme chroniqueur papier web écrit, il est très fort, quoi. Ouais. Très fort. En tout cas, ça fait plaisir. Et puis, il n'a pas encore terminé. Il a encore un Giro à faire. Il a encore un Critérium du Dauphiné. Il peut encore nous faire rêver. Mais en tout cas, je trouve ça beau, le geste de lui avoir rendu hommage comme ça chez lui en Auvergne. Et puis, je trouve ça beau aussi qu'il y ait ce développement de mouvement de supporters dans le cyclisme. Franchement, je trouve ça sympa. Alors, je reviens encore une fois sur mon petit Joe Almeida, mais j'avais vu une vidéo sympathique fournie par Eurosport. C'était des supporters portugais qui étaient venus encourager Joe devant son bus. Et même, je trouve ça vraiment sympa qu'il y ait oui, ce développement vraiment des groupes de supporters dans le cyclisme. Et je pense qu'il y a de belles choses à faire de ce côté-là. Messieurs, pour terminer l'émission, vos tops, vos flops et puis vos pronostics pour la suite. On va commencer
part les tops et flops. Mon Rulio, quels sont tes tops et quels sont tes flops de cette deuxième semaine? Mon top, que j'essaie d'être original un peu, on va dire Pogacar. Non, c'est. J'ai envie de dire Mikel Landa. J'ai envie de Ouais. parler de Ouais, je Mikel comprends. Landa parce que il s'accroche, quoi. C'est assez remarquable ce qu'il fait, hein. Il a un certain âge, hein. Vous allez me dire précisément peut-être quel âge il a. Je suis en train de rechercher en direct live. Il a 34 ans, Mikel Ah, Landa. un vieux Et briscard. oui, oui, oui. Et pourtant, il est toujours là. Il est cinquième du général à la veille de cette troisième semaine. Il soutient Evenpool. On sait que, voilà, on l'a dit en début d'émission, hein, il aime bien faire ça. Il aime bien être dans la transmission, Mikel Landa. Et je trouve que c'est juste génial et très très fort de sa part d'être cinquième. Ma petite déception, c'est une bonne question. On peut Ouais, te laisser. j'ai pas envie d'être déçu aujourd'hui. Je vais passer mon tour. D'accord. Mon Thierry. Ouais, moi, en top, je vais mettre Santiago Buitrago, il a fait un début de tour qui était plutôt aux alentours de la 15e place. Voilà, on était en dehors du top 10 et finalement, il fait 6e au Plat d'Adé, 7e au Plateau de Baye. Donc vraiment une belle remontée pour le Colombien. Donc voilà, je vais le mettre parmi mes tops. Il avait fait déjà un beau Paris-Nice avant de malheureusement chuter, ce qui avait un peu entaché le reste à la suite de sa coopération. Et en flop, j'ai pas envie de mettre de coureur, je vais mettre le Covid. Je pense que voilà, Ah, j'y ai pensé. malheureusement, C'est la merde le Covid. malheureusement marqué par le Covid. Donc voilà, on va le mettre en flop. Il a tué, Ouais, c'est vrai. il a tué un peu tout le monde. Donc T'as voilà, raison. il reste très loin de tous nos acteurs du Tour de France. Ce sera bien pour nous, pour eux, et on espère que ça le fera. Bah, moi, en top, j'en ai deux. Donc, le premier, c'est l'équipe UAE, voilà, qui, pour moi, c'est le prime de cette équipe UAE qui est vraiment exceptionnelle, qui joue sur tous les tableaux, que ce soit cette saison que ce soit sur les classiques, sur les classements généraux. Donc équipe UAE, ouais, top. Et puis avec bien sûr Duo Almeida à l'intérieur, hein, comment ne pas le mettre en top, hein, bien évidemment. Et mon deuxième top, enfin mes deuxièmes top, même s'ils n'ont pas gagné, c'est l'équipe IF qui s'est souvent mise en valeur. Ben Idi fait une belle montée au classement général. Il pourquoi pas espérer, Ouais, ouais, c'est bon. espérer rester dans le top 15. Ouais, oui, c'est envisageable. Il s'est bien battu sur la montée du Plat d'Adé. Carapaz fait aussi une belle étape hier. Il a même réussi à suivre pendant très peu de temps, Pogacar et Vingegaard, les deux fusées. Mais oui, oui, moi j'ai envie de mettre cette équipe IF quand même en top parce que ouais, je trouve ça assez impressionnant. Mais franchement, cette équipe, elle mériterait de gagner une étape. Elle mériterait ouais, parce que depuis le début, ils se mettent à la planche sur plein d'étapes et franchement, ça serait pas payé s'ils remportent pas d'étape. Et euh, en flop, alors ça peut paraître dur, ça peut paraître dur quand même, mais ouais, j'hésite, mais euh, ouais, j'hésite à te dire quand même, mais ça reste non, non, je peux pas, non, non, je peux pas mettre Jonas Abrahamsen comme flop, je peux pas le mettre en flop parce que il a fait une première semaine d'anthologie, il s'est battu pour son maillot à poids, en fait c'est sa stratégie justement qui me fait un peu
dire que c'est un flop parce que ce maillot à pois, il aurait pu le conserver plus longtemps, je pense, parce que il a des qualités en montagne, il a des belles qualités de résistance, Jonas Abrahamsen, je trouve. Et je pense que s'il s'était préservé un petit peu sur les étapes, les dernières étapes de plaine et de première semaine, bah, il aurait peut-être pu garder de l'énergie et tenter de se battre pour ce maillot à pois. Donc, c'est pour ça que j'aurais mis en léger flop, mais je peux pas, vu sa première semaine et sa combativité hors norme. Par contre, comme flop, quand même, ouais, c'est compliqué, mais ouais, non, c'était l'équipe Red Bull Bora. Ouais, l'équipe Red Bull Bora, ouais, flop total avec l'abandon de Roglic, et puis bah, ils ont tenté de prendre des échappées, mais encore une fois, bah, ils étaient largement en dessous. Ils ont jamais réellement su peser sur la course. Donc ouais, moi je mettrais cette équipe Red Bull Bora en flop. Et puis vos pronostics, alors vainqueur du tour, je pense qu'on est tous d'accord. On va pas s'éterniser, on va dire Pogacar. Vous êtes d'accord avec moi, les amis? Bah, si je devais pronostiquer à l'heure actuelle, là, ouais, Pogacar, ouais, pour plusieurs raisons, quoi. Après, on sait jamais, mais ouais, c'est mon prono, effectivement. Thierry? Ah, pareil, hein, pareil. Pour moi, même le top 3 risque de ne pas bouger d'ici il arrive à Nice. Allez Joe, allez Joe, allez. Et puis maillot vert. Ouais, je pense Vas-y, que mon ça Thierry. bouge. Ouais, je pense que ça bougera pas non plus. Je vais rester sur Girmay. Voilà. Allez, moi Ouais, aussi. ouais, oui, moi aussi. Il me paraît quand même bien en confiance. Maillot à pois, est-ce qu'on peut avoir une lutte? Est-ce qu'il y a possibilité que des coureurs qui se glissent dans les échappées jouent les points et se battent jusqu'au bout pour aller chercher ce maillot? Pourquoi pas un Jonas Vingegaard en quête secondaire, aller chercher pourquoi pas ce maillot à pois? On sait jamais. Il est pas si loin que Pogacar. Il y a quelques points d'écart et s'il se met en tête de jouer les sommets, bah pourquoi pas? Pourquoi pas, oui, Vingegaard, mais est-ce que vous auriez oui, un nom en tête, pourquoi pas? Bah, ça va dépendre de plein de choses. Ouais. Parce qu'à mon avis, Pogacar ne court pas après le maillot à pois. C'est un bonus pour lui, mais un gros bonus vraiment qui, voilà, c'est parce qu'il gagne des étapes en montagne qu'il a ce classement du meilleur grimpeur. Et parce que c'est le meilleur grimpeur accessoirement, mais voilà, on va dire c'est pas son objectif primaire. Ouais, bien sûr. Thierry, donc, Thierry. ouais, peut-être un Ouais. nom. En fait, le problème, c'est que même si on part du principe que il laisserait du temps, la Visma tentera quelque chose sur une étape, alors soit sur l'étape 10 de la 2000, sur l'étape de la Couilleule. Mhm. Et si Vingegaard tente, Pogacar à ce moment-là, Pogacar va continuer à prendre des points. Et vu que le barème est très 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 mauvais, Oui, ouais, oui, je suis entièrement d'accord. franchement, Et encore, c'est ça paraît vraiment et encore, compliqué. c'est le barème est raisonnable pour comparer une époque où les points étaient doublés au sommet des color catégories. Ouais, aussi. Mais c'est sûr, Mais ouais, franchement, mais 20 points pour un hors catégorie, oui, c'est sûr, ça fait pas beaucoup. C'est toujours 5 points cinq points de moins. Oui, le barème, on va dire, est compliqué. Ouais, je suis d'accord pour ce classement du meilleur grimpeur. bon, ouais, je pense que Pogacar pourrait naturellement le ramener à Paris. Heureusement qu'il peut plus jouer le maillot blanc parce qu'il nous aurait encore fait un triplé le Slovène. Ouais. Et puis, vainqueur d'étape. Votre vainqueur d'étape. Celui qui va absolument gagner une étape, excepté Pogacar ou Remco sur le chrono. Euh, Moi, je dirais un certain Joao Almeida. Ah, tu sais que tu me, ouais, Ouais, je marque des points. tu, Ouais, je marque des points. Je marque des ouais. points dans ton esprit. Mais non, après, pour être sincère,
Allez, c'est bon, on ne se connaît plus. Ouais, voilà, Madame Marlène. Ouais, voilà. Si on met de la distance, ah, allez, ouais, c'est pas évident. Je laisse Thierry répondre et je vais chercher en même temps. Moi, c'est une demi-surprise. Je mettrais Carapaz. Il a fait une belle étape sur le plateau de Bay. Si jamais le peloton joue pas la victoire, je pense que dans cette échappée, il est vraiment très très fort, malgré le fait qu'il court tout le temps à contre-temps. Mais ouais, je pense qu'il pourrait en claquer une. On sait que c'est ses moments un peu préférés, aller chercher une victoire, une victoire d'étape sur un grand tour. On se rappelle sur la Volta. Donc ouais, voilà, je vais mettre Carapaz. Moi, je dirais Christophe Laporte. Parce que je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va nous refaire le coup. Je ne sais pas sur quelle étape. Pas l'étape de Super Dévoluy, ça c'est sûr. Il a du punch, mais pas au point de gravir l'arrivée au sommet et de gagner l'étape. Mais j'ai un pressentiment qui me fait dire que Christophe Laporte est quand même bien en forme. Je pense que si Van Aert ne joue pas les sprints, Laporte reste en bonne forme, et je pense que si Thomas Voeckler aussi l'a sélectionné pour les Jeux Olympiques, c'est qu'il y a une bonne raison, et d'ailleurs c'est un de ses objectifs, il l'a annoncé en début de tour, il veut gagner une étape, et je pense que cette formation Visma, c'est pas que n'a rien à perdre, mais on va dire que elle est bien partie pour être sûre d'avoir un podium. Et ouais, non, je pense que ils peuvent jouer les étapes. Après, il reste aussi une inconnue, c'est Van Aert, parce que Van Aert galère pour remporter son étape. Est-ce qu'il veut absolument remporter la victoire d'étape? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il veut vraiment réussir à s'imposer sur le Tour? Ça, je me demande. Mais voilà, je pense que Laporte a sa place. Rulio, est-ce que tu as réfléchi un petit peu? Ouais, je vais suivre Thierry et sincèrement, j'ai une bonne sensation pour Carapaz. Je suis tout à fait d'accord avec lui et je pense que c'est vraiment en plus le genre de choses qu'il affectionne, aller chercher là une victoire d'étape comme ça quand il est non, je sens qu'il va nous faire le coup d'aller chercher à l'étape Carapaz. D'accord. Bon, bah écoutez, je pense on aura bien fait le tour de cette deuxième semaine. Ça a été un plaisir de débriefer avec vous. Merci mon Rolio d'avoir été de retour sur Barbecue Vélo. Quel plaisir de t'avoir parmi nous, mon cher, mon cher ami. Et franchement, ça fait plaisir de te revoir parmi nous. Eh ben écoute, plaisir partagé. Sincèrement, c'était un plaisir pour partager ça ensemble et bah rendez-vous la semaine prochaine, hein? Mon cher Thierry, merci aussi à toi de ta présence, comme d'habitude, hein, toujours fidèle au poste, et merci de m'accompagner, de nous accompagner, Barbecue Vélo, lors de ce rendez-vous important qu'est le Tour de France. Je te remercie. Yes, merci à toi, merci à vous d'être là. Je suis arrivé dans le groupe Eto, finalement, en arrivant en échappée. Mais direction cette troisième semaine, et voilà, de vous retrouver après cette arrivée à Nice. Mais tu es toujours aussi important, même si tu arrives en cours de route. Tu le sais, ça. Eh bien, écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une très belle semaine, de très belles vacances aussi, de la part de Radio Merguez&Co. On vous souhaite vraiment de très belles vacances. Barbecue Vélo vous dit aussi de belles vacances. Et vive le vélo, vive le sport, vive le Tour. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le grand débrief final. À voir l'horaire, soit dimanche dans la foulée, soit lundi. On va réfléchir, on va décortiquer un petit peu tout ça, mais en tout cas, on sera présent au rendez-vous, et ça me tient à cœur, on essaiera de faire cette émission en direct. Voilà, mes très chers amis, je vous souhaite une très belle fin de soirée, et puis une très belle semaine. Bye bye. Ciao. Ciao.